Charlotte Garçon, bonjour. Merci d'avoir accepté voilà, ce rendez-vous dans notre salle virtuelle, en quelque sorte. Euh, donc, pour vous représenter en fait à nos spectateurs d'Anguin et d'Internet, vous êtes donc rédactrice en chef adjointe des Cahiers du cinéma et plus généralement critique cinéma, entre autres à la revue Études, et vous participez régulièrement à des émissions de radio comme La Dispute ou Plan Large sur France Culture, et autrice de livres sur le cinéma, Amoureux, Jean Renoir et le cinéma hollywoodien. Et vous êtes intervenu déjà plusieurs fois à la Cinémathèque française ou au Forum des images. Et nous avons le plaisir de vous accueillir depuis plusieurs années maintenant dans des cycles cinéma. Nous avons fait voilà, des saisons autour de la comédie musicale, autour de Jean Renoir, et puis plus généralement du cinéma hollywoodien. Et cette année, voilà, nous avons démarré un cycle qui s'appelle Belle et Rebelle, donc autour de figures féminines importantes dans le cinéma hollywoodien, avec une sélection de films, voilà, de 9 films qui vont de Lubitsch à Howard Hawks, en passant par Nicholas Ray, Barbara Loden, Brian De Palma, Blake Edwards. Et voilà, on voulait terminer avec Quentin Tarantino. Malheureusement, évidemment, le confinement et les conditions sanitaires sont passées par là et nous ont empêché de poursuivre le cycle au-delà de la première séance. C'est pourquoi nous proposons, voilà, nos internautes, cette séance virtuelle qui arrive donc au mois de novembre, où nous devions passer Boule de feu de Bardox, que nous allons donc essayer de reprogrammer plus tard, car c'est un film vraiment extraordinaire et assez peu montré, donc on tient à le reprogrammer. Et donc on voulait faire cette petite présentation avec vous pour revenir un peu sur trois actrices finalement en fait du cycle assez exceptionnelle. Aussi Osvalda, qui était donc l'actrice allemande qui jouait dans les films de Lubitsch et que nous avons présenté à la première séance. Et vous vouliez aussi revenir sur Barbara Stanwyck et Barbara Loden, voilà, qui sont donc trois actrices un peu hors du commun, j'ai envie de dire, et voilà, qui viennent un peu éclairer parmi toutes les autres ce cycle qui s'appelle donc Belle et Rebelle. Oui, merci de votre invitation sur Internet, mais aussi bien sûr de toutes vos invitations les années passées. Le Centre des Arts me manque et bien sûr la présence et la salle que je vois derrière vous, mais elle est quand même très vide, font qu'on a très très envie de revenir au cinéma. Et c'est vrai que ce cycle, Belles et Rebelles, pourrait paraître un peu superficiel dans son appellation, mais en réalité, il est vraiment né au cours des années de cette impression dans les échanges avec le public que les personnages féminins et les actrices qui les interprétaient dans les films que nous avions sélectionnés dans des cycles thématiques ou de genre étaient finalement souvent les plus intéressants, même si les films n'étaient pas connus toujours pour cela. Alors, chez Lubitsch, ça n'est pas très surprenant, puisque nous avions passé Ninotchka dans le cadre d'un cycle sur la comédie amoureuse hollywoodienne et où Greta Garbo, star par excellence, même si là c'était plutôt la fin de sa carrière chez Lubitsch, est au centre et la preuve donne son titre au film. Donc c'était une évidence, mais dans des films qu'on a passés dans d'autres cycles, par exemple Le Violent, de Nicholas Ray, qu'on a vu récemment à Anguin, finalement, c'est Gloria Graham, le personnage féminin, l'actrice du personnage féminin du film, qui, dans les échanges qu'on a pu avoir avec le public, est ressortie comme vraiment quelqu'un d'absolument extraordinaire, dont la prestation dans ce film était particulièrement bouleversante, plus encore même que celle de Bogart, voilà, qui est un peu typé, enfin, disons, qui est attendu. Bogart fait en partie du Bogart, ce qui est déjà très bien, mais on découvrait véritablement, souvent les spectateurs découvraient une actrice, en fait. On s'est aperçu de ça, et d'où le fait de programmer plus directement d'abord Blondes et Brunes l'année précédente, et puis ensuite Belles et Rebelles, sur cette idée de personnages féminins explosifs, on pourrait dire, ou subversifs. C'est une innovation cette année que de commencer, puisque les cycles sont toujours un peu chronologiques, mais que de commencer cette fois-ci avec un film muet.
Ça a été la surprise. Disons la première subversion, on pourrait dire, parce que je crois qu'aujourd'hui, passer du cinéma muet dans le cadre d'une séance qui n'est pas un ciné-concert, c'est devenu quelque chose de très rare. Et finalement, ça s'est extrêmement bien passé. C'est-à-dire que je crois que les spectateurs ont été surpris de la modernité des 2 films muets allemands d'Ernst Lubitsch que nous avons passés, à savoir Je ne voudrais pas être un homme, dont vous allez peut-être me rappeler la date, mais je crois que c'est 1916. Et 18, pardon. 18, voilà. Et oui, bien sûr, 18. Et La princesse aux huîtres, qui date de l'année suivante, et qui sont effectivement tous les deux, avec aussi Osvalda, aussi étant le diminutif du prénom Osvalda, mais c'est comme ça que cette actrice avait forgé son pseudonyme, et qui était à l'époque très connue, mais qui finalement a marqué l'histoire simplement par sa formidable collaboration très jeune avec Lubitsch. Il n'a pas fait grand-chose d'intéressant par la suite, mais c'est quelqu'un d'extraordinaire qui a à la fois une jeunesse et un potentiel expressif, en fait, qui nous a tous soufflé à revoir les films, à voir les films sur grand écran. Aussi, Osvalda, on pourrait dire qu'elle incarne à peu près le même personnage, finalement, de film en film. Ça, c'est la caractéristique de certains acteurs, c'est-à-dire qu'ils forgent une sorte de persona qu'ils vont transporter de film en film, et en particulier dans la collaboration avec un cinéaste précis, en l'occurrence Lubitsch. Dans Je ne voudrais pas être un homme, ce titre un petit peu bizarre, qui est vraiment une traduction littérale du titre allemand, Ich möchte kein Mann sein. Pourquoi on entend le déni, je pense. C'est-à-dire que c'est une phrase négative, mais en réalité, il faut aussi entendre le désir de l'héroïne, qui est une héroïne adolescente, de pouvoir faire ce que les hommes et ce que les garçons ont le droit de faire à son époque, c'est-à-dire des choses que n'ont pas le droit de faire des jeunes filles de bonne famille rangées, donc fumer, jouer aux jeux d'argent, aller au cabaret, principalement cela. Et elle se déguise donc tout simplement en homme, elle va se faire un costume et elle va au cabaret. Et au cabaret, en plus, elle tombe sur son répétiteur, sur son professeur à domicile, qui lui a un petit peu tapé dans l'œil auparavant. Et cette intrigue, finalement assez simple. Le film n'est pas un long métrage, hein, donc les choses sont assez resserrées. Eh bien, cette intrigue permet à Lubitsch d'explorer plutôt qu'une hésitation entre les genres, en réalité plutôt une sorte de bascule entre les signes de ce que c'est qu'être un homme et de ce que c'est qu'être une femme, entre les conventions sociales de genre. Il n'y a pas vraiment d'hésitation d'orientation sexuelle, par exemple, puisqu'on comprend dès le début que cette jeune fille est amoureuse de son professeur. En revanche, Lubitsch explore le potentiel gaguesque, disons, de ce que c'est que d'être déguisé en homme, et puis tout à coup vous êtes au cabaret et vous devez aller aux toilettes, par exemple, et donc vous devez choisir entre la porte homme et la porte femme, enfin messieurs et dames, ou peut-être, vous verrez la réponse qu'elle y apporte si vous pouvez voir ces films. Ils sont aussi disponibles en DVD, mais c'était extraordinaire de les voir sur grand écran. Bon, je vous la donne. En fait, elle se retient et elle ne va pas aux toilettes. Mais ce que je veux dire, c'est que Lubitsch, d'une façon très libre, assez hédoniste, enfin, c'est ce qui le caractérisera dans toute sa carrière, y compris américaine, offre, disons, une vision de la femme qui est vraiment une sorte de possible, d'un ensemble de possibles. C'est-à-dire qu'on peut tout faire. Il suffit d'endosser des costumes et de voir comment ils vous vont et de voir ce que ça provoque chez les autres. Ce qui crée des moments dans le film qui sont assez subversifs. Je parlais du gag des toilettes, mais il y a aussi ce moment où elle se retrouve à copiner avec son professeur qui ne l'a pas reconnue, qui croit qu'elle est un homme, et où ils vont quand même s'embrasser sur la bouche, tous les deux, avec le trouble qu'a le professeur de se retrouver, alors certes il est très saoul, mais de se retrouver dans cette situation avec elle. Donc voilà, il y a une charge sexuelle très forte. Cette charge sexuelle qui caractérise tout le cinéma de Lubitsch, mais qui est beaucoup plus, on pourrait dire, sans détour et avec une certaine lourdeur délibérée dans sa carrière allemande, elle va se retrouver dans La princesse aux huîtres, puisque
Il va au côté individuel qu'il y avait dans le teen movie qui était Je ne voudrais pas être un homme. Dans La princesse aux huîtres, il va utiliser une charge satirique puisqu'il s'agit d'une famille, enfin d'un père et d'une jeune fille qui sont des Américains et qui sont les rois des huîtres, donc qui sont des parvenus, des nouveaux riches et qui vivent donc dans un palais complètement extravagant avec des serviteurs noirs, évidemment noirs puisque voilà, il y a aussi une critique de ce rapport-là des Américains avec les Noirs. Et tout ça passe dans un film qui est splendide du point de vue des décors, qui est une sorte de fantasmagorie, de folie, on pourrait dire au sens architectural, avec des sols en damier, des figurants à foison qui font la même chose ou qui sont habillés de la même façon. Donc il y a un effet complètement étourdissant qu'il n'y avait pas dans le film précédent et qui est celui de la profusion, de la surconsommation qui est tout à fait liée avec la satire qu'il fait de la société américaine. Et je parlais de charge sexuelle des comédies de Lubitsch. L'intrigue là, c'est une jeune fille qui cherche un mari et qui veut tout simplement que son père lui en achète un, d'une certaine façon, lui en offre un. Donc il y a vraiment un côté consommation, et puis ça entraîne toutes sortes de gags et de quiproquos. Mais ce qui est important, c'est ce côté vandale, disons, qu'a le personnage féminin, qui casse tout, qui est très capricieuse, qui est une jeune femme très capricieuse, et qui, en fait, qu'elle soit très en colère, très frustrée, ou qu'elle soit très contente, ça se traduit par la destruction systématique du décor. Donc le film est très drôle, et cette énergie-là de l'actrice, évidemment, est portée par toute la mise en scène. Il ne s'agit pas simplement de capturer une nature qui serait la nature comique de aussi Osvalda. Il s'agit de penser tout le film, aussi bien dans son récit que dans son rapport à l'espace, dans le rapport à l'espace de décor quand même assez complexe. Euh, Comment tout cela crée une sorte de machine comique et de machine à transformer le désir et à le faire rebondir à droite et à gauche, un peu comme un jeu de billard ou un flipper qui s'emballerait, parce qu'il y a une électricité là-dedans qui est très très surprenante, surtout quand on regarde certains films de l'époque par ailleurs, et qui nous paraissent aujourd'hui un peu théâtraux, peut-être, un peu filmés de manière poussiéreuse ou avec des procédés de récit qui ne sont pas, voilà, qu'on n'utilise plus. Lubitsch est vraiment du côté d'une très très grande modernité, d'une très grande épure, et ces personnages féminins sont explosifs aussi pour cela, je crois. Merci. Donc, je rappelle en fait que effectivement, on a mis en ligne en fait l'enregistrement de la séance autour de ces deux films de Lubitsch. Donc, si vous souhaitez voilà revoir la présentation et l'analyse complète autour des films, c'est disponible sur le site du Centre des Arts. En tout cas, effectivement, c'est vrai que c'était une très belle séance d'avoir ces films muets en salle, en dehors d'un ciné-concert et d'avoir voilà, une approche, on va dire, cinéphilique. Donc, ça, c'est effectivement des films très modernes et la figure enfin, le personnage de Si Osvalda est vraiment, vraiment, vraiment extraordinaire. Et effectivement, peut-être ça sera aussi une question qu'on va retrouver dans les autres films du cycle, mais euh, c'est la question de tout simplement. Alors c'est pas Est-ce que c'est la question du féminisme finalement? Est-ce que c'est une question idéologique? Enfin voilà. Après c'est quelque chose que j'ai envie de demander tout de suite à Charles Garçon, puisque je pense que ça va voilà Oui. ça va être une sorte de fil rouge aussi quelque part non, dans le cycle. Oui, il me semble que le cinéma, qui n'a pas à faire passer des messages, qui n'est pas obligé d'avoir un discours univoque, puisqu'il représente, et notamment le cinéma de fiction, il raconte des histoires, donc il peut essayer de tresser des messages à l'intérieur de ces histoires, mais il n'y est pas obligé. Et, euh, et du coup, Lubitsch, c'est quelque chose dont il fait fi absolument. Il est absolument contre cette idée que le cinéma véhiculerait forcément des messages à faire passer. Et notamment, je pense, parce que faire passer un message, c'est aussi faire de la propagande. Donc, vous avez des descendants de Lubitsch, je dis descendants parce que ce sont des gens qui se réfèrent de lui et qui ont travaillé avec lui, comme Billy Wilder, qui a été son co-scénariste quand il était jeune et qui avait ce fameux
tableau dans son bureau brodé avec que ferait Lubitsch, en tant que scénariste, s'il écrivait l'histoire à ma place, que ferait-il? Eh bien, voilà, ces descendants de Lubitsch, ils ont retenu cette leçon, à savoir que le cinéma qui transporte des messages peut potentiellement être de la propagande et que c'est pas de l'art, quoi. En tout cas, voilà, je résume de manière un petit peu abusive, mais ce sont des gens qui se sont absolument donnés dans l'écriture comique, sans culpabilité, qu'elle ne véhicule pas des messages sérieux, et ça fait un bien fou. Et ce serait un petit peu le lien entre le Lubitsch allemand et puis Hollywood. Et je vais arriver à votre question féministe. Je ne suis pas en train de noyer le poisson, parce qu'on pourrait se poser la question de la possibilité, sinon du féminisme au sens, comme je le disais, d'un discours construit, d'une idéologie qui serait à défendre avec des points particuliers, des passages théoriques, etc., mais plutôt de quelque chose de beaucoup plus souple à l'intérieur des fictions et de la représentation à travers le travail avec les actrices, à travers les choix de casting, à travers l'écriture des personnages, mais aussi des dialogues. Et bien tout cela, et bien sûr de la mise en scène, comment tout cela peut paradoxalement amener à Hollywood, lieu où a émigré Ernst Lubitsch et lieu où vont rester aussi d'autres émigrés dans son sillage, dont Billy Wilder et d'autres, comment Hollywood, qui est connu comme étant un endroit de formatage, on pourrait dire, puisque c'est une usine, il faut produire, il faut faire des produits performants qui seront visibles par le plus grand nombre et appréciés au point qu'on les teste avant de les faire sortir, de les distribuer, pour voir si les rires vont bien fonctionner, etc. Eh bien, comment cet endroit qui est quand même très normatif peut-il laisser passer autant de subversions? Et comment ce qui est connu comme processus hollywoodien, à savoir, on prend des très jeunes femmes qu'on repère notamment dans la rue, peu importe, et puis ensuite on les façonne véritablement, c'est-à-dire on leur casse la mâchoire, on leur casse le nez, et on les remodèle véritablement physiquement pour en faire des stars. Donc ça, c'est une grande violence qui est portée par le système des studios hollywoodiens. Donc on pourrait vraiment se demander comment c'est possible, avec ce fonctionnement-là, malgré tout, de créer des personnages féminins qui soient véritablement subversifs. L'une des raisons, c'est qu'il y a des artistes comme Lubitsch qui viennent nourrir ce système et qui sont très libres par rapport à ce formatage. Et puis, il y a quand même des personnalités de comédiennes. Il ne faut pas l'oublier. Alors, Barbara Stanwyck est l'une de ces comédiennes dont on trouvait, vous et moi, en préparant ce cycle, qu'elle était incroyablement négligée par rapport à sa puissance de jeu, à sa puissance expressive, à son comique comme à ses capacités de tragédienne. Et on n'aura jamais suffisamment montré de films avec Barbara Stanwyck en France. Certains ne sont pas visibles pour des raisons bassement techniques, et c'est très dommage, mais elle a joué dans des très très grands films, et notamment un film de King Vidor qui s'appelle Stella Dallas, qui est un pilier du mélodrame. Donc elle est tout à fait capable de jouer une mère sacrificielle qui porte son mouchoir à ses yeux dans l'un des plans très très connus des années 30. Mais c'est aussi quelqu'un qui fait partie de cette époque qu'on a appelée le pré-code, c'est-à-dire une courte période, quelques années, à Hollywood, pendant lesquelles on savait qu'un couperet allait tomber, qui est le couperet du Hays Code, du code de production, d'autocensure finalement des studios, et qui cherche à déterminer de manière très précise ce qu'il est autorisé de représenter à l'écran et ce qu'il est interdit d'y représenter. Ce code a mis quelque temps à se mettre en place, véritablement, à être effectif. Donc entre 1931, sa rédaction, et 1934, son effet, eh bien, on a l'impression que Hollywood s'emballe pour essayer d'être... notamment de faire des films violents, alors ça c'est le début des films de gangsters, et puis de faire des films aussi sexuellement très audacieux, et ça c'est les premiers Lubitsch américains, c'est beaucoup de films qu'on a oubliés parce que c'est pas non plus des chefs-d'œuvre, avec des personnages d'infirmières sexy, et Barbara Stanwyck a participé à cette époque. Et finalement, ce qui est intéressant, c'est qu'elle y est survécue. C'est-à-dire que ce côté un petit peu, parfois quasiment de série B,
que pouvaient avoir les films pré-code, qui se hâtaient de donner du sexe, on pourrait dire, aux spectateurs avant qu'ils disparaissent pendant des décennies à l'écran, eh bien, elle l'a transporté, elle l'a transformé, et elle en a fait quelque chose de, non pas des petits produits, mais véritablement, elle a joué dans des chefs-d'œuvre. Et donc, c'est beaucoup plus fort que simplement des règles de genre, parce que le genre est quand même toujours quelque part un ensemble de critères commerciaux. Alors, Barbara Stanwyck, qui joue donc dans Boule de feu, ce film d'Howard Hawks très peu montré. Nous l'avons, nous, déjà vu à Enghien dans le cycle, puisqu'elle joue dans cet autre chef-d'œuvre, vraiment ce chef-d'œuvre de la comédie américaine, qu'est The Lady Eve, un cœur pris au piège, de Preston Sturges, où elle embobine, on peut dire, Henry Fonda, qu'elle séduit sur un transatlantique. Un jour, on fera un cycle sur les paquebots, sur les traversées de l'Atlantique par les Américains. Juste préciser justement à cet endroit que effectivement l'enregistrement aussi de cette séance sur Lady Eve est sur notre chaîne YouTube pour ceux qui veulent aller plus loin sur ce film en particulier. Et ce film est aussi disponible, lui, il est plus visible, il circule en DVD en France de manière un peu plus, il est plus facile à trouver. Et c'est vraiment un chef-d'œuvre de la comédie qu'on appelle Screwball, où les gens s'attirent, se repoussent, et où ça donne lieu à des gags extraordinaires. Et finalement, elle va donc garder quelque chose de ces personnages des années 30 très sexy, qu'elle avait aussi dans son travail beaucoup plus complexe au début des années 30 avec Frank Capra. Mais elle a signé vraiment des chefs-d'œuvre du début du parlant de Frank Capra, avec Frank Capra, qui a été son compagnon à un moment. Alors, dans le film de Howard Hawks, elle transporte aussi cette charge sexuelle. Vous savez qu'elle a été dans la vie une danseuse dans les Ziegfeld Follies, et elle joue déjà là aussi dans le film de Hawks, elle joue un personnage que l'on voit danser, faire un peu de la batterie avec les musiciens, et donc c'est quelqu'un qui est paré de sequins, de paillettes, etc. Donc il y a tout ce côté très sexy. Mais en fait, le film est une sorte, on pourrait dire, de variation sur Blanche-Neige et les Sept Nains. Puisque c'est l'histoire de... Mais si, je pense que c'est tout à fait délibéré, en fait. Puisque c'est l'histoire d'une petite troupe d'encyclopédistes surannés, voilà, un petit peu, on dirait aujourd'hui que ce sont des nerds qui préparent une encyclopédie et qui, donc, savent des choses sur beaucoup des mots qu'ils ont, mais par contre, il y en a un sur lequel ils ne savent pas grand-chose, et bien sûr, c'est le sexe. Et il va falloir enquêter sur la chose, et il y a toute une intrigue qui se déroule autour de ça, avec comme partenaire Gary Cooper, et donc un jeu de séduction très drôle dans ce film de Howard Hawks, qui n'est pas seulement donc un film de Barbara Stanwyck, c'est-à-dire tenu par elle, par sa beauté, par son intelligence, par la finesse de son jeu. C'est une actrice qui n'est jamais surexpressive. Elle invente dès le début du parlant une façon d'intérioriser le jeu. Donc ça se traduit aussi dans la comédie. Voilà, c'est pas quelqu'un qui fait des choses très très lourdes. Mais bien sûr, c'est aussi un film de Howard Hawks, donc on y trouve des problématiques que l'on trouve dans ses films plus connus, à savoir souvent un personnage masculin un petit peu, alors estropié, ce serait beaucoup dire, mais en tout cas un petit peu gauche, un petit peu claudiquant, et que la femme rudoie un peu, qu'une femme assez virile rudoie un peu pour le faire sortir d'une forme d'innocence ou de candeur. Donc ce film, nous essaierons de le reprogrammer dès que nous pourrons rouvrir les salles, janvier, février. On avait prévu aussi de parler, là, de faire un bond de plusieurs décennies finalement pour arriver jusqu'à Barbara Loden, qui est vraiment alors un cas à part finalement dans la production hollywoodienne, et même, j'ai envie de dire, dans le contexte du nouvel Hollywood. C'est quand même d'ailleurs, a-t-elle fait d'autres films? Je ne sais pas, mais oui, alors elle était actrice. Alors a-t-elle non, mais je veux dire, oui, en tant que réalisatrice, je voulais dire.
Non, non, c'est l'un de ces films apax, ces films D'accord. dans lesquels on se dit que la personne met tout, justement. Mm. Et sans doute parce que être femme à Hollywood et réaliser des films, on le sait encore aujourd'hui, c'est vraiment un parcours de la combattante qui est très très difficile. Ce qui est intéressant dans le geste, on pourrait dire, que ce film unique, Wanda, où elle se met elle-même en scène, donc déjà, première chose unique, c'est qu'elle se filme elle-même, enfin elle se fait filmer elle-même, ce qui n'est pas si fréquent à l'époque. On a souvent du cinéma hollywoodien et indépendant des années 70, du cinéma américain des années 70, une vision quand même très, quand on y réfléchit, très masculine. Très, très masculiniste, voire masculiniste. C'est-à-dire, il y a quand même beaucoup, il y a une violence qui est souvent associée avec des codes virils, avec des motos, avec des machines, avec des actions gore, avec des flingues, etc. Et donc, le film est aussi unique pour ça. En tout cas, à mon avis, il n'est pas si unique, mais disons qu'on n'a pas beaucoup braqué le projecteur sur des films de femmes de ces années-là. La particularité, c'est que cette femme qui a été l'épouse d'Elia Kazan était aussi actrice et notamment m'avait marqué dans ce film d'Elia Kazan qui s'appelle La fièvre dans le sang. Elle jouait la sœur un petit peu trop prompte à flirter de Warren Beatty, si j'ai bonne mémoire. Et on pourrait dire que, donc, en tant qu'actrice, elle vient presque du cinéma des années 50. C'est-à-dire qu'on est en 1970 quand elle réalise Wanda, mais elle n'est pas très jeune, elle n'est pas vieille, mais voilà, elle vient de ce cinéma des années 50 qui est en train d'entamer la mue par rapport au classicisme. On est en train d'inventer autre chose, notamment à travers disons, la conception ultra psychologique que peut avoir un Elia Kazan, mais qui, faisant d'un petit peu le mélodrame des années 50, en couleur, et c'est toute une part du travail de Douglas Sirk, puis voilà, d'autres. Et donc, ce que je veux dire, c'est que les femmes du cinéma des années 70 américains portent quand même l'histoire du cinéma hollywoodien classique, et notamment, qu'est-ce qui étaient les grands films de femmes dans les années 40 et 50? C'était des mélodrames. Donc, ces femmes, même quand elles ne jouent pas dans des mélodrames, puisque le mélodrame en tant que genre n'est pas, n'est pas un genre en faveur à Hollywood, c'est le moins qu'on puisse dire, dans les années 70, eh bien, je crois qu'elles portent quand même cet héritage, on pourrait dire, de leur mère actrice. Je parlais de Stanwyck, mais il y en a eu d'autres qui, bien sûr, euh, Crawford, aussi Joan Crawford, dont on avait mis dans le cycle le roman de Mildred Pierce de Michael Curtis, encore un personnage de mère assez sacrificiel. Donc la génération suivante d'actrices, dont Barbara Loden était, je pense, garde trace de cela. Alors qu'est-ce que c'est que Wanda? C'est l'histoire d'une femme qu'on voit se réveiller chez elle. Non, en fait, pas chez elle, elle est chez quelqu'un d'autre, elle est sur un canapé, il y a un bébé qui crie, qui n'est pas le sien, etc. Donc on est déjà in medias res, c'est-à-dire que le film commence et on ne sait pas où elle est, et on pourrait dire, elle non plus, elle ne sait pas où elle habite, d'une certaine façon. C'est-à-dire que le film est le film de la déroute. C'est quelqu'un qui a quitté son foyer, son foyer familial, matrimonial, et qui est parti, qui n'a aucun projet. Elle n'est pas partie parce qu'elle a un rêve, parce qu'elle a un amant qu'elle irait rejoindre. Ça n'est pas une intrigue de déchirement mélodramatique ou de... Non, elle est partie et oui, il n'y a pas d'autre mot qu'une sorte d'errance, de dérive. Elle fait du stop avec plus ou moins de malchance, on pourrait dire, et tout ce qui lui arrive, c'est cette série comme ça donc si vous voulez, c'est comme un road movie. Euh, mais dans sa version un peu minimaliste, c'est-à-dire qu'il n'arrive pas à de grandes aventures, et en même temps dans sa version presque existentielle, enfin de désespoir existentiel. Peut-être je ne donne pas tellement envie de le voir en disant ça. Si, si, mais il faut. C'est difficile en fait de se rendre compte, j'imagine, quand on n'a pas vu ce film, mais je trouve que c'est comment dire, ça reste quand même, mais j'ai l'impression, un film qui a été aussi peut-être
rendu possible aussi par un contexte particulier d'Hollywood, même si je sais qu'elle l'a fait probablement avec des moyens indépendants très très légers. Enfin, je ne sais pas quelle était la production derrière, mais Oui. voilà, on sent bien que c'est voilà, il y a très peu de moyens, peut-être tourné en 16 mm, j'en sais rien. Voilà, oui, oui, Voilà, donc il y a un on le côté sent presque dans la facture du film. Oui. voilà, il y a du grain, etc. Euh, mais enfin, moi j'ai l'impression quand même que c'est assez fascinant parce que c'est à la fois effectivement un film qui est quand même bien dans son époque, dans le sens où c'est un road movie comme on pouvait en voir finalement à l'époque, avec beaucoup d'errance, comme tu le dis, en fait, avec ces personnages qui décident de partir et comment dire, c'est un peu le rêve américain, mais inversé. Enfin voilà, puis le fait de toujours aussi c'est un motif, il me semble, qui revient souvent aussi à l'époque, c'est le fait de se réveiller au début du film, mais de se réveiller justement, enfin pour le coup. Est-ce que ça renvoie au Magicien d'Oz? Je sais pas, mais enfin, on se réveille un peu dans une forme de cauchemar, un peu. Enfin, voilà. Donc, moi, je reconnais en tout cas des motifs, et c'est pour ça que c'est pas non plus un film si déconnecté que ça, je pense, même s'il est à d'autres égards, il me semble vraiment absolument unique, comme tu disais, par Tout le à fait fait. que c'est une réalisatrice voilà, qui s'est filmée, etc. Et alors, moi, je ne connais pas beaucoup d'autres exemples. Tu disais peut-être que finalement, on n'a pas assez braqué le projecteur sur le travail de réalisatrice, peut-être à l'époque. Il y a plusieurs choses. Parfois, ce n'est pas directement une réalisatrice, mais vraiment un travail quasiment de co-réalisation entre une femme et un homme. Et je pense à ce film, je crois que nous n'avons pas montré aussi à cause du précédent confinement, qui est de l'influence des rayons gamma Oui. sur le comportement des marguerites. Encore un titre à rallonge, le film de Paul Newman qu'il tourne avec sa femme, l'actrice Joanne Woodward, et c'est vraiment un couple et de théâtre et de cinéma très très important. Donc là, Joanne Woodward ne le réalise pas, mais elle a le personnage de mère, le personnage principal du film, et c'est aussi assez subversif, et ça ressemble par certains aspects à Wanda, c'est-à-dire cette espèce d'héritage du mélodrame, mais complètement désabusé, trivialisé, on pourrait dire, mais qui a quand même à faire face un petit peu aux mêmes choses, à savoir la domesticité, l'espace domestique, le fait que, c'est pour ça qu'on parlait de féminisme, et là, on y est encore hein, à ce questionnement de ce qu'on appelle la charge mentale aujourd'hui, que ce soit des femmes seules, que ce soit des femmes qui ont décidé de quitter leur foyer, mais qui du coup n'ont rien, puisqu'elles n'ont pas de revenus, etc. C'est des questions très concrètes qui sont interrogées y compris par les cinéastes françaises au même moment, à savoir ou belges, Chantal Akerman avec Jeanne Dielman, par exemple, en 1975, ou bien Varda dans plusieurs de ses films, Agnès Varda dans plusieurs de ses films. Donc ça n'appartient pas seulement à Hollywood, mais c'est vrai que dans le Hollywood des années 70, on pense forcément à ces road movies un peu nihilistes, comme les motos Bah, Easy Rider, donc d'Easy ça, Rider, merci, qui ou, sont beaucoup plus spectaculaires d'une certaine façon. mm, Il y a une explosion quand on parle de subversion. Voilà, on sait, il y a une espèce d'effet de nihilisme très très destructeur, beaucoup plus spectaculaire, mais qui est très intéressant, qu'il est très intéressant de voir, au contraire dans Wanda, c'est-à-dire sans geste de mise en scène, sans effet de manche, on pourrait dire. C'est vraiment une forme de modestie, mais qui ne s'excuse pas non plus d'exister et de tenter et d'expérimenter, et qui est donc en fait finalement un geste fort, à tel point que tous les films là que je vous cite s'en inspirent de Wanda. Varda également, enfin voilà, Wanda, même si c'est un seul film de cette réalisatrice, continue de nourrir le travail de femmes et même d'hommes ailleurs, notamment Isabelle Huppert qui avait commenté le film quand le film est ressorti en France il y a quelques années et qui voyait une inspiration, ou bien l'écrivaine Nathalie Léger qui lui a consacré un livre, un petit essai qui s'appelle Supplément à la vie de Barbara Loden. Donc on voit que ce film Wanda est vraiment devenu iconique, mais justement pas dans le sens iconique star, de la mystique de la star, où souvent cet adjectif iconique, on l'emploie pour une femme qui laisse son image, voilà, qui laisse une image, et là c'est le contraire. C'est devenu un film
qui n'arrête pas d'inspirer, et malheureusement qui n'arrête pas d'inspirer parce que, au fond, on peut se demander si la condition féminine a tant évolué que ça. Je ne l'ai pas cité, mais évidemment, les personnages joués par Gina Rowlands dans plusieurs des films de John Cassavetes, donc elle aussi, une femme actrice qui travaille en duo avec son mari cinéaste, pose aussi toutes ces questions d'identité féminine plus ou moins en déroute, et notamment Une femme sous influence, le film de Cassavetes de 1974. Oui, c'est vrai que c'est un film qu'on aurait pu programmer, j'imagine. Malheureusement, on n'a que 9 séances et cette année, en plus, peut-être moins. En tout cas, j'espère qu'on pourra passer Vanda, qui était prévu en mars d'ailleurs. Et puis donc, pour rappel, on aura aussi des films plus classiques ou entre guillemets peut-être plus faciles d'accès, mais néanmoins, je tiens à dire que Vanda mérite de faire un petit effort, voilà, parce que c'est vrai, il faut faire un petit effort pour voir ce film jusqu'au bout. Mais voilà, ça vaut la peine. Et donc, pour ce qui est du reste de la programmation, je vais juste rappeler voilà, qu'on va proposer également des films comme Victor Victoria de Blake Edwards ou Carrie, Brian De Palma, Johnny Guitar de Nicolas Ray. Alors encore du Lubitsch avec La huitième femme de Barbe Bleue, le roman de Mildred Pierce de Michael Curtis, la version donc de 1945. Et donc on finira, je l'espère, par un Quentin Tarantino, Boulevard de la Mort ou Jackie Brown. Voilà, parce que évidemment c'est un cinéaste et aussi voilà un cinéma qui pose aussi des questions par rapport voilà aux figures féminines. Charlotte Garçon, merci beaucoup pour Merci à vous. cet entretien voilà de novembre, et j'espère donc qu'on se retrouve en décembre. Alors malheureusement sans doute pas physiquement au Centre des Arts, mais au moins donc en ligne dans notre salle virtuelle voilà pour avancer un petit peu sur ce cycle, et cette fois on présentera, je pense, un film comment dire indépendamment. Voilà, on se concentrera sur un seul film. Merci encore et à très bientôt. À bientôt.